Que peut nous apporter la solitude? C'est une question à laquelle j'aimerais qu'on s'attaque aujourd'hui. C'est une réflexion que je me fais, puisque je passe quelque temps seul actuellement. Et c'est une réflexion qui est au cœur de tout ce que j'essaye de transmettre dans le centre de l'Hormèse. Bon retour sur Vérisme TV, c'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo qui va être purement philosophique, mais aussi de pratique méditative. J'aime beaucoup l'introspection, mais l'introspection du côté de la manière que c'est approprié le monde occidental me plaît un petit peu moins, sauf pour la neurophénoménologie portée par Nathalie Deprat, portée par Francisco Varela, évidemment, Michel Bidbol et d'autres, qui rejoignent le monde oriental, les traditions bouddhistes, où la tradition de la méditation est un véritable entraînement de l'esprit. C'est fait de manière méthodique. C'est un effort. C'est pas ne rien faire. Et c'est pas facile. C'est difficile. C'est volontairement inconfortable dans l'effort pour révéler, pour nous efforcer à trouver quelque chose de nouveau. C'est changer son mode d'appropriation de connaissances. Donc j'aimerais vous exposer le monde de la solitude et j'aimerais qu'on fasse une petite pratique aujourd'hui. Fin d'année 2023, début d'année 2024, j'ai été très entouré. Famille, amis, voyage. J'ai passé peu de temps seul. Début d'année 2024, même début février, je suis rentré chez moi, dans les montagnes des Hautes-Pyrénées, seul, absolument seul. Mais je vous parle de la vraie solitude, pas de passer du temps seul. Passer du temps seul, c'est facile quand vous avez, en fait, les gens autour de vous. Comprenez-moi bien, c'est-à-dire que même si vous êtes tout seul dans votre appartement, votre maison, etc., si vous savez inconsciemment que vous pouvez prévoir la présence d'une autre personne proche, c'est-à-dire que à moins de 5 minutes ou le lendemain, vous allez voir une personne, si dans votre entourage c'est facile, c'est faisable pour le cerveau de voir quelqu'un, c'est que le lien est là. Et donc c'est beaucoup plus facile d'être seul à ce moment-là. Il n'y a pas véritablement de solitude. C'est la différence entre vivre seul dans son appartement ou dans sa maison et vivre sur une île déserte, où on sait en fait pertinemment qu'il n'y a pas le répondant à notre lien. C'est comme Spider-Man, quand il envoie sa toile d'araignée. Il touche un mur à chaque fois qu'il envoie. Il touche un mur, le lien est solide, il s'accroche, il peut se balancer dans le vide. Les voies dopaminergiques dans notre cerveau tissent des liens comme ça entre nous. Mais elles tissent des liens surtout d'attente. Et elles savent, ces voies dopaminergiques, que l'attente va être comblée. Si je vais à tel endroit, je vais rencontrer telle personne. Si je vais à l'appartement de mon ami, je vais rencontrer mon ami qui habite à 10 minutes, un quart d'heure de chez moi. En fait, toutes les attentes sont comblées. Et ça rassure le cerveau. La véritable solitude, c'est quand ces attentes ne sont tout d'un coup plus comblées. On a coupé tous les liens. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis venu ici m'installer, où famille et amis ne sont plus disponibles. Les liens qui étaient tissés, je pouvais tirer sur la toile et je savais qu'il y avait du répondant derrière, c'est-à-dire soit je les appelais, soit j'allais les voir, soit je savais que le lendemain je les voyais. L'entourage était là, la toile d'araignée était bien tissée, tout d'un coup, coupe, plus de toile d'araignée. Le lien tombe. Et là, la dopamine, comme quand on s'attend à avoir une récompense, ou on s'attend à manger quelque chose de bon, on s'attend, et que tout d'un coup la récompense n'est pas là, surprise, il n'y a pas de récompense, la dopamine envoie un signal de douleur. Les voies dopaminergiques, en tout cas, nous font ressentir quelque chose de douloureux, de pas bien, de frustrant. C'est exactement ça, la solitude. Et en ces temps troublés, où je pense que beaucoup de gens se sentent seuls, et où il y a des deuils qui sont faits, des deuils, perte d'un proche, perte d'un animal de compagnie, perte, mais aussi des lieux, hein, quand vous vous délocalisez, quand vous vous expatriez, quand vous ne côtoyez plus les lieux que vous aimez, comme une maison d'enfance ou quoi,
eh bien on sent en fait cette nostalgie, on repense à ce qui était par le passé, et la nostalgie c'est vraiment ça, on aimerait que revivre les événements et les lieux du passé. Cette solitude-là, elle est riche d'enseignements. Comme vous le savez, j'ai vécu 7 ans au Japon. L'éloignement physique, je l'ai connu. C'est difficile à vivre, et pourtant, il y a dans la difficulté notre potentiel de croissance. C'est tout ce que je transmets autour du thème de l'hormèse, qui est central dans le centre de l'hormèse, et dans le cursus. Potentiel de croissance. Pourquoi? Visualiser, en fait, cette solitude, l'expérimenter, c'est faire passer du savoir à la connaissance. Je sais pertinemment, par mon étude de l'esprit, l'étude des sciences cognitives, les neurosciences, tout ce que vous voulez, je sais la théorie. Mais passer à la pratique et faire un pas de recul pour observer, en fait, mon propre comportement, observer mes automatismes, les automatismes de ma pensée, c'est acquérir la véritable connaissance. Le savoir se transforme en connaissance par l'expérimentation. Et dans cette expérimentation, on a l'appréciation de la justesse. Et ça, c'est fabuleux. Une amie me partageait il y a peu de temps la mort de son chien. Perdu son chien qu'elle adorait. Adorait son chien. Et elle me disait, tu sais, je suis extrêmement triste. Je pleure presque tous les jours. Mais dans cette tristesse, j'y vois aussi la beauté de la vie. J'y vois l'harmonie, j'y vois la justesse. Parce que c'est juste que la mort fasse partie de la vie, et c'est juste que je sois triste de perdre mon animal de compagnie que j'aimais tant. Il y a la justesse partout, il y a la beauté partout. Voir la beauté partout, c'est apprécier l'harmonie des choses, en fait. Il n'y a pas de choses incohérentes, il n'y a pas de choses injustes, les choses sont. Et la solitude nous permet ça. La solitude nous permet de voir, ah oui, c'est évident, et c'est juste, et c'est harmonieux, de voir mes liens que j'avais forts quand j'étais dans telle situation entourée, qui ne sont plus là, et qui sont douloureux, mais il faut que j'accepte et que je puisse visualiser ça. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment à la manière de la neurophénoménologie, qui est une méthodologie que j'aime énormément, qui se rapproche vraiment des traditions bouddhistes de la méditation. C'est fonctionner en plusieurs étapes durant une pratique méditative. Ça va correspondre, tout d'abord, à couper les liens. Donc vous vous imaginez, en fermant les yeux, en vous calquant sur votre respiration, en prenant contact avec les signaux du corps. Le temps de quelques respirations profondes. On sent le contact du corps sur la chaise, des pieds au sol, et notre propre respiration qui gonfle les poumons et sort par le nez. Et on sent toutes les informations du corps, le ressenti, le toucher. Maintenant, je vais vous demander de visualiser votre corps dans son entier. Et de voir tous les liens qui partent du corps, tels des toiles d'araignée, pour se relier aux lieux qui vous entourent, aux personnes de votre entourage. Visualisez votre famille, vos amis. Visualisez ces liens. Et maintenant, je vais vous demander avec une grande paire de ciseaux de couper ces liens. Un après un. Un après l'autre, on coupe les liens. Tout autour de nous, on coupe tous les liens. Et on revient à l'expérience pure, à l'intérieur du corps.
On ressent toutes les informations qui remontent du corps. Et intérieurement, maintenant, je vais vous demander de vous répéter cette phrase. Il n'y a rien que je désire plus qu'être ici et maintenant. Il n'y a rien que je désire plus qu'être ici et maintenant. Et vous revenez parmi nous. C'est une courte méditation que j'aime énormément. Quand la solitude vous frappe, quand vous êtes désespéré de vouloir retisser les liens qui ne sont plus là, c'est-à-dire c'est comme Spider-Man qui enverrait sa toile d'araignée, mais il n'y a plus de mur, donc la toile d'araignée tombe dans le vide, et retombe dans le vide, et à chaque fois qu'elle tombe dans le vide, c'est douloureux, et vous expérimentez le manque véritablement d'attache, concrètement, à tous les sens du terme. Là, il faut couper les liens. C'est-à-dire, il faut arrêter d'essayer de tisser les toiles. Je suis bien. Je suis connecté de toute façon au reste du monde. Il n'y a pas à chercher plus. Donc, pour se convaincre de ça, mentalement, on coupe les liens. On s'englobe, on se visualise de l'extérieur. On fait le fameux pas de côté qui est nécessaire. Quand le vélo tourne dans la tête, pas de côté. On se recentre sur le corps. Se recentrer sur le corps et prendre un point fixe, comme le fait souvent la méditation, par exemple la respiration ou des sensations du corps, que sont par exemple les pieds au sol ou les mains sur les jambes ou la sensation du vêtement sur le corps. Revenir, ramener son point d'attention sur quelque chose de fixe, alors que l'attention a tendance à s'égarer dans les pensées et revenir, ça permet d'apprécier l'impermanence. L'impermanence des pensées, c'est-à-dire sans arrêt, il y a une distraction, il y a une idée qui passe, il y a une pensée qui capture notre attention. Et hop, on revient sur la respiration, sur une sensation du corps. Donc on part de l'extérieur et hop, on revient. Ça, c'est vraiment un travail méditatif qui muscle, vraiment, musculation du cerveau. Et une fois que ce travail est fait, qu'on prend conscience de cette impermanence, qui est très forte, parce qu'elle concerne aussi notre identité, elle concerne aussi nous-mêmes, on se reconditionne, mais on s'imprègne de cette phrase, de cette maxime très puissante. Il n'y a rien que je désire plus qu'être ici et maintenant. Parce que cette phrase, elle est très très puissante. On fait cohabiter dans la même phrase deux propositions. Le désir, qui est profondément dopaminergique, comme je vous le dis, c'est Spider-Man qui tisse sa toile. Et ici et maintenant, qui est médié par d'autres neurotransmetteurs, entre autres. C'est un raccourci d'expliquer ça comme ça. Mais entre autres, sérotonine, ocytocine, les neurotransmetteurs de ici et maintenant, du cocon. C'est plus du tout la toile qu'on essaye de tisser avec le monde extérieur, c'est le monde intérieur, mes ressentis personnels. Et donc, c'est comme si le désir partait, la toile d'araignée partait et bouclait et revenait vers nous. Il n'y a rien que je désire plus qu'être ici et maintenant. Mon désir, c'est ici et maintenant. Et on fait cohabiter les deux dans cette harmonie. Et on entretient ça. Comme les mantras, vous savez, qu'on se répète dans les méditations. Je vous propose celui-là. Et je vous propose aussi d'avoir cette réflexion par rapport à votre solitude, le sentiment d'être seul, le sentiment d'être entouré, le deuil, sa propre mort, la mort des gens qu'on aime. Tout ça, ce sont des réflexions déconditionnantes, comme dit le bouddhisme, mais difficiles. Je vous dis pas que ça va être facile, et je vous dis pas que ça va être agréable. Par contre, dans ce cheminement-là, il y a la croissance. Et le dévoilement de l'esprit. Voilà, chers amis, une courte vidéo philosophique, méditative, avec un peu de pratique. Dites-moi si ce format vous plaît, très intimiste.
Et si vous voulez plus de réflexion, je vous renvoie évidemment vers ma newsletter qui est gratuite, qui est envoyée une fois tous les 3 jours, et ça se trouve sur www.hormez.com/newsletter. À très vite pour une nouvelle vidéo.